Salut tout le monde! Alors, la vidéo du jour, j'aimerais parler, on va dire, des convictions, que c'est important de savoir ce en quoi on veut croire à partir d'un certain âge. On doit remettre en doute et en question en fait tout ce qu'on nous a appris. Et on doit le faire quand même relativement jeune, enfin jeune je veux dire, faut pas faire ça, enfin on peut le faire à n'importe quel âge, enfin, plus on le fait jeune, mieux c'est, parce que du coup on a plus de temps pour travailler sur du coup les nouvelles croyances que l'on veut adopter en fait, parce qu'une croyance, bon ça peut être comme ça, on croit et c'est instantané, mais quand on parle de choses ancrées dans notre, on va dire, la conscience j'irais même jusqu'à dire la conscience du tréfonds, comme l'appelle Thich Nhat Hanh, cette conscience du tréfonds qui est influencée par même l'inconscient collectif familial, qui n'est pas forcément notre inconscient à nous en fait. Cette conscience qu'on a vraiment, comme le dit le mot, comme l'appelle Thich Nhat Hanh, la conscience du tréfonds, c'est vraiment la conscience qui est la plus au fond de nous, celle qui est la plus difficile à atteindre en fait finalement. Et pour atteindre cette conscience du tréfonds, Thich Nhat Hanh, c'est un moine bouddhiste. Pour ceux qui ne connaissent pas Thich Nhat Hanh, il est décédé il y a peu, et donc je ne dis pas qu'il a la parole juste, mais bon, lui, il a écrit plusieurs livres, et forcément, quand on devient moine bouddhiste, nous avons étudié tout le bouddhisme, en fait, la religion, en fait. Hein. Alors, moi, je ne me considère pas d'aucune religion, mais c'est vrai que là, si je devais dire, quand par exemple vous prenez un avion et qu'on vous dit, ou quand vous arrivez dans un pays, des fois on vous demande votre religion, si je devais en dire une, de par rapport à comment je vis, j'aurais tendance à dire que je suis bouddhiste, mais je ne me considère pas bouddhiste plus que je ne me considérais musulmane en fait. Mais c'est vrai que mon mode de vie, il est pratiquement à 99,2% celui de quelqu'un qui est bouddhiste en fait. Il y a quelques petits trucs que je ne vais pas forcément faire exactement comme le préconise, je ne sais pas comment on dit, les religions en fait qu'on doit suivre, les protocoles, enfin les commandements, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc la force de conviction. J'ai retrouvé pour vous, alors j'ai pris sur mon autre téléphone, j'ai fait une photo de ce que en 2015, donc c'est il y a peu quand même, hein, on est en 2022, 2015, ça veut dire il y a 7 ans, lorsque je me suis fait interner en psychiatrie, donc j'ai vrillé, hein, forcément si on se retrouve en psychiatrie, c'est que on est plutôt, ce n'est pas marrant, mais ça me fait rire parce que j'aime dire, je me suis retrouvée en psychiatrie et trouver une explication à pourquoi on se retrouve en psychiatrie, c'est que forcément, on a un comportement qui dérange, ou qui fait peur, ou qui nous met en danger, ça peut être aussi ça, qui met en danger la vie des autres, donc généralement c'est bien de se faire interner dans certains cas, comme mon internement qui avait eu lieu en 2003, où celui-là était vraiment, je pense, nécessaire dans le sens où là je prenais des drogues et donc du coup j'étais devenue vraiment violente, agressive et hors de contrôle au niveau de tout ce qui était normes sociétaires. J'étais en crise maniaque totale avec la bipolarité, plus les drogues et l'anorexie. J'ai fait un burn-out, en plus de l'école, j'étais en BTS commerce international et je me suis retrouvée première de classe alors que j'avais redoublé mon BTS la première année et j'avais compris la deuxième année. La deuxième année, j'ai tout compris et du coup j'étais première de classe mais j'ai fait un burn-out. Et de là, j'ai perdu le kilo, je me suis retrouvée à 39 kilos et je suis tombée dans des drogues. Et en plus de ça, avec mon frère, on a eu un épisode machiavélique
Ça a été l'enfer, le pire, un vrai film, un film quoi, un vrai film. Là, j'ai vraiment vécu un film d'horreur, je pense, si on devait dire quel genre de film c'était. C'était pas un mélodrame parce que c'était vraiment, c'était comme un cauchemar quoi. Donc ouais, un film d'horreur en fait. Hein. Parce qu'on en est quand même arrivé avec mon frère à se dire que tous les deux nous étions mal, mon frère voulait se suicider aussi, moi aussi, les deux nous voulions nous suicider, nous avions pensé comprendre que c'était de la faute de nos parents et qu'on savait qu'elles avaient quand même essayé de faire bien avec amour, mais le résultat était catastrophique, donc on s'est dit on ne va jamais être heureux. Alors j'ai ri, c'est pas marrant du tout, mais ça me fait rire parce que c'est tellement la folie que... Enfin bref, et on avait dit on va se suicider, on avait dit on peut pas se suicider tous les deux, laisser les parents comme ça parce qu'on va les dévaster, même s'ils ont fait mal, ils n'ont pas fait exprès en fait. Donc on a dit il faut qu'on les tue et qu'après on va se suicider après une fois qu'on les aura tués. Donc sur ça, je suis tombée dans les drogues, j'ai pesé déjà 39 kilos, plus la cocaïne, les extasies et tout ça. Plus la fin de BTS la première année en mode burn-out à cause de trop de stress, de pression scolaire et voilà, j'ai vrillé total, donc je me suis retrouvée en psychiatrie. C'était utile parce que j'étais vraiment, je faisais n'importe quoi, je prenais la route en sens opposé, j'étais devenue, j'avais laissé un message sur mon répondeur complètement... enfin, c'était vraiment n'importe quoi et en plus je mettais ma vie en danger et la vie des autres en danger, donc il fallait faire quelque chose et mes parents m'ont fait interner par un tiers, cela veut dire que je n'avais pas le choix de mon internement et j'étais obligée d'aller sous mon non-consentement parce que c'est clair que moi au moment où même si oui c'est nécessaire, moi à ce moment-là je ne vois pas que c'est nécessaire, je suis complètement dans un délire mégalomane, enfin pas mégalomane, oui aussi mégalomane parce que je voulais sauver le monde bien entendu, mais ça n'a pas changé. Mais c'est vrai qu'avec la prise de drogue et cette idée de vouloir toujours sauver le monde, ça faisait vraiment mégalomane total quoi. Plus cette crise maniaque là avec ce burn-out, voilà, c'était impératif de le faire et donc je me suis retrouvée là-bas, mais bien sûr moi à ce moment-là je ne veux pas y être. Dans le passé, quand cela arrive, je ne comprends pas que je me fasse interner en fait. Parce que moi je suis dans mon délire quoi. Et mon délire, c'est mon délire en fait. C'est peut-être pas celui des autres, mais je me rends pas forcément compte que je mets la vie des autres en danger parce que j'ai l'impression de tout contrôler en fait. Quand je prends la route en sens interdit, je suis sûre qu'il ne va pas y avoir de voiture. En sens inverse en fait, je suis persuadée que de tout ce que je fais, je ne mets pas la vie des autres en danger. C'est les drogues qui m'avaient ouvert des portes et j'avais vraiment là, ça a été la première fois que j'ai eu vraiment des sensations de voir le futur, les dons médiumniques qui se sont vraiment amplifiés et surtout révélés parce que je ne savais pas du tout ça avant. J'avais jamais eu, j'avais 20 ans à peu près à cette époque-là en 2003. J'avais jamais eu jusqu'à présent de sentiment de que je voyais des choses ou des choses comme ça, vraiment pas. Une petite fille normale, jusqu'à 16, 17, 18, 19 et jusqu'à les 20 ans que je tombe dans les drogues et que là ça m'ouvre des portes. Donc je les avais déjà, ces portes-là, mais elles étaient fermées en fait. Et donc du coup, bon, je ne vais pas faire de dire que c'est bien de prendre des drogues, mais oui, je pense que c'est bien de prendre des drogues à un moment dans sa vie pour expérimenter. Alors bien sûr, je ne vais pas dire que prenez des drogues là comme ça, il faut voir les conditions, il faut voir quelle drogue, parce que maintenant, je ne crois pas que les drogues sont encore bonnes. Et puis en fait, j'aurais tendance à dire qu'il faut prendre plutôt des psychotropes comme des champignons hallucinogènes ou de l'ayahuasca qui est carrément une plante, là c'est même encore mieux. Alors c'est vrai que moi, c'était de la cocaïne, des extasies, tout ça, ça m'a quand même ouvert les portes et j'avais vraiment, voilà, tous ces dons-là qui s'est révélés. Et donc, j'étais déjà en 2020, je me souviens, portée sur que j'avais lu L'Alchimiste de Paulo Coelho, moi bêtement, j'en sais rien, ou naïvement, je me suis identifiée à ces livres en fait, dès que on a une légende personnelle, qu'il faut lâcher ses brebis et partir à l'inconnu de ce rêve que nous avons fait du trésor qui se trouve au pied de pyramide et quitter son continent pour traverser Gibraltar et aller vers le Maroc et tout ça. Je me suis complètement
retrouvée dans cette histoire narrée par Paulo Coelho dans L'Alchimiste. Et donc, du coup, après ça, Bernard Werber, avec tous ces livres qu'il a fait. Je suis très jeune quand même, parce que mon premier livre qui m'a fait aimer lire, parce que je détestais lire, le premier livre qui m'a fait aimer lire, c'était L'Alchimiste. Et L'Alchimiste, c'est ce que je viens de vous dire, avec la recherche de la légende personnelle, qu'on a tous un rêve qu'il faut réaliser, et faire tout pour le réaliser, qu'il ne faut pas avoir personne inconnue, tout ça. Et j'étais en seconde, donc j'avais en fait en gros 15-16 ans quand j'ai lu ce premier livre-là. Donc du coup, forcément, ça m'a ouvert des portes, avant même que je prenne des drogues en plus. C'est pas les drogues qui m'ont ouvert les portes, mais j'avais déjà cette idée de que, à l'école, on nous dit pas ça en fait. À l'école, déjà, L'Alchimiste, c'était pas un livre que je devais lire à l'école, par exemple. C'était Madame Bovary qu'on m'avait demandé de lire. Donc, je me suis déjà rendu compte, relativement jeune, que il y avait deux réalités en fait. Il y avait une réalité un peu mouton là, que tout le monde suivait sans trop savoir si c'était vrai, pas vrai, bien, pas bien. Et puis il y avait une autre réalité de ces écrivains, parce qu'à l'époque, moi j'écoutais pas encore YouTube, il n'y avait même pas tout ça, YouTube et tout ça. Mais c'était plutôt des écrivains. Donc là, je parlerai vraiment de Aldous Huxley, qui était par contre au programme de la première, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Là, c'est pareil, ça m'a ouvert le spectre visionnaire, dans le sens, ça m'a ouvert l'esprit, en fait, tout simplement. Donc j'avais eu Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, j'avais eu lui au programme, et j'avais lu L'Alchimiste, et j'avais lu tous les Bernard Werber, l'effet papillon, le papillon, je me souviens plus des titres, mais je les ai tous lus, hein. Franchement, les fourmis, j'avais pas trop aimé d'ailleurs les fourmis, mais tous les livres qu'il avait écrits Bernard Werber, à part les fourmis, j'avais vraiment trouvé qu'ils étaient tous très bien, mis à part sur la fin. Alors, je trouvais que c'était trop commercial, ça s'est répété, il reprenait même les mêmes personnages, tout ça, et j'avais moins aimé. Donc voilà, et donc du coup forcément ça m'a ouvert l'esprit. Donc du coup très jeune, je suis partie, on va dire, un peu dans le délire mystique. Je sais pas si c'est un délire, mais en tout cas, de toute façon c'est des croyances, hein, je veux dire. C'est sûr que pour quelqu'un qui est complètement terre à terre, par exemple, je regardais Céline Dion, là, je regardais pas Céline Dion, mais c'est arrivé sur mon téléphone en mode actualité, Céline Dion, les fans et tout, se demandent ce qu'elle a et tout. Donc j'ai zioté vite fait le truc comme ça. Et en fait, on se dit, Céline Dion, je pense pas qu'elle ait eu une fois dans sa vie à pratiquer le pouvoir du subconscient, par exemple. Puisque très jeune, Céline Dion, sa mère, déjà à l'époque, il n'y avait pas comme maintenant Internet, YouTube et tout ça, donc c'était plus facile d'être connue, surtout si on avait une voix d'enfer comme elle, qui avait quand même un bon coffre. Là-bas au Canada, là, donc c'est sa mère et son frère qui l'ont fait connaître comme ça, et ça a marché. Et donc du coup très jeune, hein, je crois que c'est à l'âge de 5 ans, elle a été repérée, si je ne me trompe pas, enfin bref, ou peut-être 10, 14, enfin j'en sais rien, mais très très jeune elle a été repérée, et elle n'a pas vraiment eu à se battre pour lancer sa carrière. Elle a été repérée tout de suite grâce à l'aide de sa mère et son frère qui ont envoyé des vidéos d'elle qui chantait et tout ça. Et puis après, elle a rencontré le René, là, qui est devenu son manager, qu'elle a épousé, Donc en fait, elle a eu une carrière guidée par le fait qu'il y a des gens qui ont vu ce potentiel, et elle n'a pas vraiment eu à travailler ça. Elle n'a pas vraiment eu, parce qu'elle avait le talent inné déjà, qui était déjà réveillé, et puis surtout révélé aux yeux de sa famille, et du coup sa famille qui ont cru en elle, et qui ont vu tout de suite, alors je ne sais pas sa mère, ce qu'elle a vu en Céline Dion, lorsqu'elle a entendu chanter toute petite, si elle a vu les dollars dans ses yeux, parce que ça se chiffre à des milliards, hein, je pense, la richesse de Céline Dion, parce qu'elle a déjà une maison à 73 millions d'euros, là j'ai vu là-bas en Floride, plus tout le reste à côté, donc je pense que ça se minimum 1 milliard, hein, ça c'est clair. Donc je ne sais pas si sa mère elle a vu les dollars quand elle a vu le talent de sa fille. Je ne sais pas, une mère, ce qu'elle peut imaginer en essayant que sa fille elle va réussir une carrière de chanteuse par exemple. Ça veut dire quand même généralement quand on associe la carrière de chanteuse de réussir, surtout qu'elle avait envoyé la cassette quoi, d'audio de sa fille chanter à des grands quoi. C'est comme si vous diriez Sony quoi. Donc bon, quel était le but de sa mère là-dedans? Bon, je sais pas, mais en tout cas, sa mère, elle a bien vu le truc parce qu'elle a bien misé. Et donc, Céline Dion a réussi sans avoir à, je dirais, pratiquer et connaître et mettre en
en application ses convictions. Alors si bien sûr, elle avait certainement la conviction d'être bonne chanteuse, mais elle n'a pas dû utiliser ce pouvoir du subconscient comme on l'appelle. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça après. Donc en fait là je vais vous lire le rapport de l'hôpital psychiatrique en 2015 quand je me suis fait interner. Donc le 29 juin 2015, donc j'ai 3 rapports et franchement quand je les ai eus ces rapports et que j'ai lu ça, là maintenant j'en ris parce que je me dis c'est fou quand même. Donc patiente âgée de 32 ans, donc j'avais 32 ans, admise pour la prise en charge de troubles de comportement de type d'agressivité dans la famille, associée à une exaltation de l'humeur, une logorée et une instabilité émotionnelle. Lors de l'entretien ce jour, mademoiselle Tata se montre calme et coopérante. Elle a repris des relations harmonieuses avec ses parents et ne semble pas éprouver de rancœur particulière concernant son hospitalisation. Il n'est pas retrouvé d'anxiété particulière ni éléments délirants ou hallucinatoires. Elle accepte le traitement médicamenteux qui lui est prescrit ainsi qu'un suivi ambulatoire en consultation. Dans ces conditions, il n'est plus nécessaire de poursuivre les soins sous contrainte en hospitalisation complète sous forme de soins psychiatriques à la demande d'un tiers. Elle quitte le service ce jour. Donc ça, c'était le dernier de mes rapports. Alors pourquoi là tout est oui en fait, parce que du coup pour que j'ai le droit à ça, j'ai mis la tête comme ça, j'ai bavé pendant 15 jours et j'ai dit oui à tout. J'ai dit oui, ça je vous l'avais déjà raconté, voilà. Et c'est comme ça qu'à la fin, bien sûr, je leur fais croire que oui, je dis oui à tout et allez, c'est bon, je peux sortir. Mais dans ma tête, je n'avais pas changé, j'étais la même, surtout que je n'ai pas pris le traitement qu'il me donnait. Il me donnait 8 cachets 3 fois par jour, c'est-à-dire 24 cachets par jour. Je ne les ai pas pris, je les ai mis dans ma bouche et je les ai crachés. Et j'ai fait comme ça. Et donc du coup quand ils me disent elle est prête, elle reconnaît que voilà tout ça, parce que je disais oui à tout. Donc je vais vous lire le premier rapport quand je suis arrivée en fait. Donc patiente âgée de 32 ans, admise pour la prise en charge de troubles du comportement à type d'agressivité à l'encontre de son père, associée à une exaltation de l'humeur, une logorée et une instabilité émotionnelle. Ce jour, mademoiselle Tata se montre tendue, logoréique et tend à banaliser les troubles du comportement en évoquant une simple dispute familiale. Elle semble présenter une haute estime d'elle-même avec tendance mégalomaniaque. Elle se reconnaît instable sur le plan émotionnel et facilement agressive dans un contexte de frustration. Il n'est pas retrouvé d'éléments hallucinatoires ni de signes d'anxiété majeure. Mademoiselle Tata ne comprend pas la nécessité de l'hospitalisation et refuse le traitement qui lui est proposé. Dans ces conditions, il est nécessaire de poursuivre les soins sous contrainte en hospitalisation complète sous forme de soins psychiatriques à la demande d'un tiers. Donc ça, lorsque on dit que je refuse le traitement, en effet, je refuse 24 cachets par jour. C'est normal, surtout qu'à ce moment-là, en 2015, je viens de me mettre à la production de musique avec le logiciel Ableton et j'ai besoin de toute ma tête. C'est-à-dire que quand moi je me suis fait interner, j'ai pété un câble, j'ai fait une crise autistique, puisque maintenant je sais que je suis autiste. À l'époque, personne n'a su que j'étais autiste. Là, vous allez voir le deuxième rapport. Donc le premier que je viens de vous lire, là, c'était daté du 17 juin et ils en ont refait un le 19 juin. 3 jours plus tard, donc patiente âgée de 32 ans, admise pour la prise en charge. Donc je vous redis pas à chaque fois le début, c'est le même truc là avec logorée, machin, stabilité émotionnelle. Donc là, celui-là il tue tout. Hein. Donc ce jour-là, mademoiselle Tata présente toujours une logorée sans hostilité ni irritabilité. La présentation très typée. Multiples tatouages, bijoux ethniques est justifiée par la patiente de manière morbide par tout un ensemble de convictions pseudo-scientifiques, pseudo-philosophiques. Elle met en avant un engagement humanitaire, un détachement des biens matériels qui semble plutôt séquelaire d'un épisode délirant survenu en 2003 dans un contexte de consommation intense de toxiques. Le mode de vie est très marginal, il semble que les retours en famille soient souvent conflictuels. Au total, la patiente présente un état d'excitation hypomaniaque sur fond probablement de personnalité psychotique. Le consentement aux soins est aléatoire. Dans ces conditions, il est nécessaire de poursuivre les soins sous contrainte en hospitalisation complète sous forme de soins psychiatriques à la demande d'un tiers. Le 22 juin, donc 3 jours encore après,
Donc toujours le même début, ça ne change pas. Lors de l'entretien, ce jour, on retrouve une instabilité comportementale, une exaltation de l'humeur, une tendance à la séduction et des idées délirantes à thème de grandeur, mais aussi à thème ésotérique et mystique. L'adhésion aux soins est superficielle et Mademoiselle Tata se montre réticente à la prise du traitement. Dans ces conditions, Donc voilà, donc là je vous ai lu les 3 rapports, le dernier, le premier, le deuxième, le troisième et le dernier là qui me faisait sortir parce que j'ai mis ma tête comme ça et que je disais oui à tout. Alors donc vous voyez le truc avec les tatouages là, les idées, les machins, donc c'est pour ça que je vais vous dire ça, c'est hyper important de croire en ses convictions parce que moi quand j'ai lu les rapports, bah déjà ça m'a flingué, mais c'est-à-dire que mes convictions, elles étaient basées, parce que Bernard Werber c'était du fictif, plus ou moins. Moi j'ai toujours l'impression que Bernard Werber il mêlait le fictif et le réel, c'est même pas j'ai toujours l'impression, il le dit aussi d'ailleurs, c'est son style d'écriture, il mise les deux en fait, réel et fictif en fait. Et après, quand j'ai voulu être heureuse, j'ai commencé à étudier la neuroscience. Et là, je suis tombée sur des docteurs scientifiques, docteurs en neurosciences, scientifiques en neuroscientifique, ça s'appelle. Docteur Bruce Lipton, Joe Dispenza, même Eckhart Tolle, il n'est pas neuropsychiatre, tout ça, mais même Christophe André, il est neuropsychiatre. Des gens calés. Donc en 2015, je pense que j'avais déjà, déjà je venais de connaître Eckhart Tolle qui m'avait guéri la schizophrénie en 4 jours avec le pouvoir du moment présent, son livre où il dit qu'il faut se désidentifier du mental et qu'on n'est pas les voix qui sont dans notre mental. Et puis en 2015, j'avais déjà bien entendu, en 2015, je venais de lire les 4 accords Toltec, donc de Don Miguel Ruiz, qui dit que ça va changer ta vie si tu appliques les 4 accords Toltec, de ne pas rien prendre personnellement, de ne pas faire de suppositions, attraper qu'avec sa parole et faire de son mieux. Comme je voulais changer ma vie, que je voulais être heureuse, quand j'ai lu ce livre et que je vois si vous le faites, ça va changer votre vie, j'ai dit je vais le faire, tout simplement. Et puis je voyais bien qu'il y avait des résultats en fait. Je voyais bien qu'en me mettant ça dans la tête, dès que quelqu'un me faisait du mal par exemple, je me disais fais pas de supposition, te prends pas personnellement et fais pas de supposition parce que tu sais même pas si cette personne-là intentionnellement elle a voulu te faire du mal, et combien même intentionnellement elle aurait voulu te faire du mal, fais pas de supposition parce que tu sais pas pourquoi ce jour-là intentionnellement elle a voulu te faire du mal. Peut-être que quand elle te regarde, elle voit son père qui l'a violée quand elle était toute petite pendant 5 ans. Par exemple, enfin, j'ai pas la tête d'un homme, mais imaginons, voyez, ou sa mère, voilà, quoi que ce soit, vous voyez ce que je veux dire. Avec des trucs, on peut pas supposer pourquoi la personne elle fait ci, elle fait ça, et encore moins supposer c'est contre nous, quoi. D'ailleurs, le mal que les gens font aux autres, c'est souvent à eux-mêmes qu'ils se le font à eux d'abord, et puis après, en se faisant du mal à eux, ils en font aux autres, au passage. Donc du coup, j'avais des convictions. Alors mes convictions c'était quoi? D'être heureuse, premièrement. J'avais la conviction que je voulais être heureuse. Et j'avais la conviction de croire qu'il y avait des gens sur cette planète qui avaient des savoirs ou des connaissances, je ne sais pas comment le dire, à partager avec nous pour que ça facilite notre chemin sur ce chemin de l'éveil spirituel et du bonheur. Donc ma conviction était de croire en ces scientifiques de la neuroscience, par le pouvoir du subconscient, abracadabra, le pouvoir de la pensée, on change notre réalité. Donc vous voyez l'épisode 2015, ce que je viens de vous lire à l'hôpital, la bipolarité, les crises de suicide, les machins, les crises tout court, les trucs, les drogues, les viols, les machins. J'en avais jusque là de tout, et en 2015 ça a été le moment où j'ai dit, parce qu'en fait cet internement là que je vous ai lu, je me suis dit c'est la dernière fois que je me fais interner, parce que c'était horrible en fait qu'on veuille me droguer comme ça alors que je venais d'arrêter l'alcool je crois, et je venais d'arrêter les drogues. Dur, j'avais pris la décision, j'étais à Ibiza, quand je me suis fait interner, je revenais des Ibiza et j'ai pété un câble, j'ai pas supporté je pense le changement Ibiza France, et je m'étais dit je dois faire
un choix à Ibiza de ne plus prendre de drogue ni d'alcool parce que sinon je vais retomber dedans. Donc j'avais arrêté et là je me retrouve internée parce que je pète un câble pour trop d'accumulation de tout. Je m'étais séparée avec mon copain, j'étais stressée, le changement de retour. Et puis mon frère qui allait se suicider 1 an après, j'arrêtais pas de répéter suicide, suicide, et puis je voulais que ma mère me dise qu'elle avait été violée, donc j'étais dans son truc parce que ma mère a été violée, hein, c'est le mot, enfin elle a eu du mal à me le dire, mais il a fallu que je remue terres et mers et terres pour avoir la réponse de ce que je voulais, parce que je voulais avoir la réponse dans le sens où je savais que j'étais en train de reproduire un karma familial en fait, et j'avais besoin de le savoir pour pouvoir moi évoluer et arrêter de reproduire justement cette dissociation dans laquelle j'avais été victime à l'âge de mes 15 ans et de toujours reproduire le viol, et pour en mettre fin à la chaîne, à couper la chaîne, il fallait que ma mère me le dise en fait. Donc du coup, j'ai pété un câble et voilà, je me suis fait interner. Mais j'ai pété un câble, j'ai fait une crise et après c'est tout, j'étais normale. Sauf que quand je me retrouve normale, je me retrouve en psychiatrie avec 24 cachets qu'on veut me donner, avec tous les gens qu'on peut trouver en psychiatrie. Et donc j'avais les convictions, forcément, quand j'arrive en psychiatrie, je venais de lire les accords Toltec, je venais d'arrêter les drogues, j'avais de la force en fait, je commençais le yoga, je commençais la méditation, j'avais mon pouvoir divin là, je sais pas comment on le dit à ce moment-là, moi je sais pas comment ça s'appelle tout ça, mais je sens qu'il y a une force qui est en train de sortir de moi et que c'est pas... Et que là, l'hôpital, il est en train de m'écraser, en fait. Il est en train de m'écraser ma personnalité, tout ce que je suis en train de construire, mes nouvelles croyances, mes nouveaux fondements, mes nouvelles convictions de que je vais m'en sortir et que je veux transformer ma vie. Et là, moi, on me met en psychiatrie et non, tiens, on va te droguer, va en cacher, et ça, et ça, et ça, et ça, comme ça. Et donc, je me prends une claque, hein, bien entendu. Donc là, j'ai dit, c'était clair que plus jamais je voulais me retrouver en psychiatrie. Et donc j'ai vraiment mis le paquet double pour plus refaire de crises, tout au moins, qui me portent à l'hôpital. C'est des crises trop fortes où là, on se fait interner par un tiers parce que c'est trop, quoi. Donc j'ai refait des crises, bien entendu, après l'hôpital, mais pas aussi fortes que, on va dire, on te met à l'hôpital. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais dire, c'est hyper important les convictions, parce que quand on lit un rapport comme celui que je vous ai lu, on aurait tendance à dire qu'en fait on délire, on est mégalomane, enfin voilà, si on croit ce qui est écrit, on lâche toutes ses convictions parce qu'on se dit ouais t'as déliré, puis c'est tout, allez c'est tout, retourne dans la vie normale et revite trouver un boulot de vendeuse comme t'as été, voilà, et puis c'est ça, tata. Enfin, tu arrives à rester vendeuse parce que moi, personnellement, j'arrivais plus. Hein, je peux plus travailler avec des patrons, tout ça. J'en vois. Je suis pas capable de regarder un patron et de supporter ses humeurs s'il ne me respecte pas bien. Je suis incapable. J'ai trop été abusée et violée pour qu'on me manque de respect maintenant, en fait. Donc, la moindre personne qui me manque de respect, c'est-à-dire que je dis bye bye, quoi. Donc je tiens pas les boulots, c'est pas possible parce que les gens sont stressés, il y a très peu de patrons qui vous traitent parfaitement et tout le temps de bonne humeur et tout ça. Donc j'aurais tendance à croire ces rapports, de dire lâche tous les efforts que tu as fait. Puis d'ailleurs j'avais repris la cigarette à l'hôpital en 2015, je me souviens, mais j'ai réarrêté après définitivement. Comme quoi l'hôpital, vraiment l'horreur, parce qu'ils m'ont drogué, et puis, enfin ils voulaient me droguer, et en plus j'ai repris la cigarette, parce que c'est clair que vous vous êtes trouvé 15 jours là-bas, on vous retire votre guitare, vous n'avez droit à rien, pas d'ordinateur, pas de téléphone, enfin c'est l'horreur, quoi. Donc les convictions, c'était ça mes convictions, que je vais devenir une autre personne, et je vais utiliser ce pouvoir du subconscient, comme le disent ces neurosciences, et puis on va voir ce que ça donne. Je suis sortie de l'hôpital déglinguée, mais en même temps déglinguée avec la volonté dans ma tête de ne plus jamais y retourner. Et je venais de mettre le logiciel Ableton dans mon ordinateur. Je le commençais, je ne l'avais pas encore pratiqué. Et j'étais déglinguée avec les 15 jours de psychiatrie. Enfin, j'ai fait 3 semaines. 3 semaines là-bas, j'étais déglinguée. 1 mois en 2003 et 3 semaines en 2015, j'étais déglinguée, d'être dépressive, tout, mais je me doutais que ça allait passer, puis je suis retournée à Ibiza,
Donc du coup, j'ai été un peu mieux pour reprendre le dessus. Et puis je me suis mis sur le logiciel en fait, et puis j'ai pas lâché le truc. Et de là, j'ai développé un peu tous ces trucs. Alors, 2015, le livre là que j'ai écrit, que j'ai fini finalement, qui est en livre audio, Encore un jour et ses demain. En 2015, je vais finalement le terminer aussi, ce livre-là. Je vais essayer de faire une publication et de me le faire publier, et ça n'a pas marché. Ça, c'est en 2017. Donc, pendant 2 ans, j'ai fini le livre. Et enfin, on va dire, je l'ai fait en 2016-2017. J'ai essayé de le publier, ils n'ont pas publié. Et puis, je l'ai laissé de côté jusqu'à ce que je le retravaille et je le corrige moi-même et je l'auto-publie en mode audiobook. Et puis, je vais le publier en mode papier à un moment ou à un autre. Voilà. Donc de là, c'est ça que je veux vous dire, c'est que de ces convictions que j'avais, que je n'ai pas lâchées, j'ai quand même révélé tous les potentiels. Alors, j'en suis pas à la fin de tous les potentiels que j'ai révélés, parce que j'en ai encore plein à révéler, mais j'ai quand même révélé... un des plus gros potentiels, c'est la créativité, parce que je devais l'avoir au fond de moi, mais il était endormi et puis couvert par trop de viol, de drogue, d'alcool. C'était un brouhaha là-dedans, c'était pas clair, donc je pouvais pas canaliser l'énergie créative. J'étais trop dans la destruction en fait. Donc ça, c'est la plus belle la plus belle victoire, on va dire, de ces convictions que j'ai pas lâchées, de me dire, ils m'ont mis en internement, mais en fait, c'est eux les malades, quoi. Ils essaient de me briser, et en fait, je savais pas que j'étais une artiste. En 2015, j'avais commencé la guitare avant, j'avais chanté dans des bars, tout ça, je me disais chanteuse, et encore même pas chanteuse, je me disais, je suis une fille qui joue de la guitare et qui chante dans les bars pour gagner un peu d'argent comme ça à l'époque, en 2008-2009. Et de ces convictions, voilà, j'ai posté le logiciel de production et à la fin, j'ai réussi relativement rapidement à pouvoir créer ma musique pour moi, pour pas être dépendante de musiciens, et finir le livre, et puis révéler... alors le yoga, je me suis mise au yoga, j'ai pu voir que j'avais plein de trucs qui flanchaient, quoi, des trucs de motricité qui n'allaient pas, et j'ai tout redressé. Alors je dis pas que je suis super bonne en yoga, hein, mais bon, depuis le temps que je pratique, mais je me souviens qu'au début c'était quand même bien galère, et puis rapidement ça se débloquait un par un, comme ça, les mouvements, en pratiquant comme ça. Et puis la méditation petit à petit, et puis après mon frère s'est suicidé, donc là j'ai commencé les Vipassana, et de 2016 à maintenant j'ai fait 5 Vipassana, à raison de 1 par an, et les 2 dernières je les ai faites même les 3 dernières, pardon. Les 3 dernières je les fais tous les 6 mois à peu près, 6-8 mois, je fais une Vipassana. Voilà, et donc de là, vous regardez, je mettrai le lien ça doit être dans la description à chaque fois, mais je pense, Bandcamp, j'ai fait 17 albums, je crois, là, depuis 2018, et puis en fait, c'est parce que là, j'ai pas tout mon matériel studio avec moi, mais sinon, j'en ferai plus, en fait, et en fait, là, je suis en train de... J'ai acheté un nouvel appareil, et je suis en train de mettre parce qu'à chaque fois que j'essaye des trucs, le son est tellement... c'est une tuerie, quoi. Je me dis, c'est pas possible que ce soit moi qui fais ça. Et c'est sûr, c'est pas moi qui fais ça. Je suis en channeling de ce divin, là. Je sais pas que j'appelle la cosmomusique. J'ai même pas envie de dire que c'est ma musique, parce que c'est pas ma musique. Je serais trop prétentieuse d'aller penser que c'est ma musique. Donc j'appelle ça la cosmomusique. Et là, j'en ai déjà une quinzaine de titres qui sont en préparation pour un prochain album. Là, je viens de faire le Spectrum volume 1. Il est sorti il y a 2-3 jours. Alors quand je dis il est sorti en mode digital. Alors moi je fais tout en digital parce que j'investis rien. Le livre il est en audiobook. Tout est à disposition gratuit pour tout le monde. Si les gens veulent donner, ils donnent. Enfin sur YouTube il n'y a rien à donner, mais sur Bandcamp là on peut toujours acheter des trucs si on veut. Mais sinon c'est en version écoutable gratuite. Et de toute façon toutes les chansons elles sont à chaque fois sur YouTube en écoute gratuite avec les clips. Les clips c'est pareil, c'est moi qui les fais, donc c'est ça que je veux vous dire. Et puis j'étais nulle à l'école, alors là je vous ai lu les bulletins d'hôpital, et j'ai pas sorti les bulletins d'école, je ferai ça dans une autre vidéo, mais les bulletins d'école c'est pareil, un peu mieux faire, on n'a pas compris, est distraite, machin, puis après il faut voir comment les profs, c'est pas comment les profs, faut voir comment me traiter, mais j'avais des profs qui n'étaient pas du tout coopérants avec moi, et du coup qui relevaient mon effet rebelle
en moi, et donc du coup je ne peux pas me considérer comme ayant été une lumière à l'école, ni même une bonne élève, ni même une élève disciplinée et assidue, mis à part ma première année de BTS, où là, parce que j'ai ma deuxième première année de BTS où j'ai cartonné, et l'année du bac où j'ai redoublé, et la deuxième année du bac, j'ai galéré pour avoir le bac, j'ai travaillé comme un folle et je galérais à apprendre par cœur les trucs et tout, c'était pas du tout pour moi l'école. Tout au moins cette manière d'enseigner. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire, les convictions, il faut croire en ses convictions, quoi. Si on a un truc, ma mégalomanie, c'était sauver le monde, et j'ai pas lâché le truc, parce que si j'avais lâché le truc de vouloir sauver le monde, j'aurais été incapable de trouver la force qui m'était révélée en moi, pour pouvoir arrêter toutes les drogues, la cocaïne, l'ecstasy, le crack, tout, l'alcool, le cannabis, le tabac, la reproduction de la dissociation du viol, les pervers narcissiques, les autodestructions, tout ça, la boulimie, l'anorexie. J'aurais jamais été capable de trouver la force intérieure en moi si j'avais pas eu la conviction que je veux sauver le monde et que je vais sauver le monde. Alors moi, seule, non, bien entendu, mais que je faisais partie. Moi, j'ai regardé le film de Nelson Mandela et j'ai dit, je veux faire comme Nelson Mandela, en fait. Et à partir de ce moment-là, et ça, je devais avoir, je sais pas, 25, 26 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas genre à 8 ans, non. Je vous dis, j'ai été une fille normale jusqu'à mes 20 ans, là, 22 pour le premier internement, dépression, tac tac, et puis après le spectre qui s'ouvre. Alors maintenant on l'appelle le spectre autistique, mais moi j'appellerais ça plutôt le spectre visionnaire, dès que on est cette génération d'humains pour faire une meilleure civilisation et sauver ce désastre qui est en train de se passer. Par notre prise de conscience, d'éveil et de changement individuel pour participer à un changement collectif et global. J'ai appliqué ce que Gandhi a fait, soit le changement que tu veux voir opérer dans le monde, et du coup je ne pouvais pas vouloir la paix dans le monde en étant en propre chaos moi-même, donc j'ai fait ce que je devais faire, et donc du coup c'était ça les convictions. Si j'avais pas eu l'envie de changer le monde, de vouloir voir un monde meilleur et qu'on arrête de se faire du mal, et qu'on arrête de voir ce qui se passe aux informations, de savoir qu'il y a de la pauvreté, tout ça, quand on sait qu'il y a des milliards, de milliards d'euros partout qui tournent de tous les côtés et que c'est mal distribué, en fait, c'est mal fait. Voilà, moi je voulais pas mourir en n'ayant rien fait, et donc du coup c'est cette conviction-là qui m'a donné la force de me transformer totalement, et voilà. Donc je referai des autres vidéos sur ce thème-là. Voilà, je ne fais plus de vidéos une par jour parce que c'est trop, ça me prend trop de temps, et puis pour vous ce n'est pas utile parce que je pense pas que vous les regardiez, donc c'est utile pour personne, donc je fais une par semaine et c'est bien comme ça. Peut-être des fois je ferai deux, mais je crois qu'une par semaine ça sert à bien. Voilà, alors je vous souhaite le meilleur, j'espère que ça vous aura donné une autre perspective, de ce qu'on peut vous faire croire que vous êtes. Il n'y a que vous en fait qui puissiez savoir ce que vous voulez devenir en fait. Et du coup de là, vous avez des convictions, et de ces convictions, si c'est vraiment des convictions qui sont ancrées sur un devenir, que vous savez que c'est votre devenir, vous lâcherez pas l'affaire, quoi qu'on puisse vous dire, quoi qu'on puisse vous faire, voilà. Et là, les résultats sont là, hein, parce que je peux vous dire, alors je referai une vidéo prochainement avec, je ferai un petit déroulement de quand je fais du yoga, tout ça, pareil. Rapidement, j'ai pu faire des trucs, le grand écart, le pont inversé, des trucs que j'aurais jamais imaginé, et surtout j'ai commencé à 32-33 ans, quoi. Donc il n'y a pas d'âge, parce que la plupart des femmes on croit qu'à 30 ans ça y est, ou à 40 ans il est trop tard, et c'est pas vrai. Tout ça c'est beaucoup de fausses croyances, et on se met des limites, et puis en fait on vieillit rapidement, et puis à 70-80 on meurt parce que voilà, si on pense qu'à 40 ans c'est déjà trop tard, forcément quoi, c'est normal qu'à 80 on meurt. Hein. Voilà. Eh bien je vous souhaite le meilleur, je vous dis à la prochaine vidéo, salut, prenez soin de vous.